Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, nous parlons énergie et environnement. On vous explique tout sur la méthanisation juste après le générique. Dans la famille des énergies renouvelables, vous reconnaissez sûrement l'éolien et le solaire, mais savez-vous en quoi consiste la méthanisation ? La loi de transition énergétique a fixé un objectif, que 10% du gaz soit d'origine renouvelable en 2030. L'enjeu est donc particulièrement important dans nos 3 départements agricoles. Méthaniseurs des usines à gaz, c'est le thème de notre émission. Alors que les projets se développent en Limousin, nous allons vous aider ce matin à tout comprendre de ce procédé. Quelle production d'énergie, avec quels déchets ? Y a-t-il des nuisances ? Y a-t-il des risques ? On en parle avec 4 invités. Hélène Béraud-Gabory, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Vienne Agri-Méta et de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, experte nationale pour les chambres d'agriculture. Philippe Lessen, bonjour. Bonjour. Vous êtes exploitant du méthaniseur du pôle de l'Anneau, qui est situé au sud de Limoges et qui est en activité depuis 2014. Thomas Ferenc, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agriculture et méthanisation à l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Enfin, Michel Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Haut-les-Cœurs à Saint-Junien-les-Combes dans le nord de la Haute-Vienne, où vous vous opposez au projet de méthanisation qui dépend du domaine de Berneuil. On va commencer cette émission en tentant de rappeler les bases du principe de la méthanisation avec une explication en images. Le commentaire est signé Emmanuel Brault. Un méthaniseur, c'est un peu comme une grosse cocotte minute qui produit du méthane, le même gaz que l'on importe de Russie ou de la mer du Nord. Ça fonctionne comme un intestin géant dans une atmosphère dépourvue d'oxygène. On le nourrit avec toutes sortes de déchets organiques, déjections animales, déchets de l'industrie agroalimentaire, déchets de cuisine, ordures ménagères ou encore déchets agricoles. Bref, la liste est longue. Dans ce récipient géant, on chauffe entre 37 et 40 degrés et 2 mois plus tard, il fournit de l'énergie, du gaz donc que l'on peut transformer en électricité ou que l'on injecte directement dans les tuyaux de GRDF qui achètent ce biogaz. Après la phase de digestion, il reste des matières solides et liquides dans le méthaniseur, matières qui sont valorisées sous forme d'engrais naturels qui peuvent remplacer les intrants chimiques. Hélène Béraud-Gabory, vous êtes une experte nationale, je le disais, auprès des chambres d'agriculture. Ce procédé-là, il remonte à quand ? Il existe depuis quand ? Depuis toujours, nous en faisons de la méthanisation. Voilà. Quand on fait des proutes, nous faisons de la méthanisation par nous-mêmes. Il existe de tout temps, c'est pas nouveau. Ce qui est plus nouveau en France, c'est que depuis une quinzaine d'années, on se met à produire dans des conditions de production pour avoir une production conséquente de production, comme le disait le reportage, d'électricité renouvelable ou de biocarburant et biométhane depuis plus récemment. Alors Emmanuel Macron a déclaré cette semaine: la méthanisation est l'avenir du gaz en France et un complément de revenu important pour les agriculteurs. Thomas Ferenc, je me tourne vers vous. Combien y a-t-il d'unités de méthanisation actuellement en Limousin et combien sont en projet ? Alors, à ce jour, dans les 3 départements du Limousin, on compte donc 11 installations de méthanisation en fonctionnement et on en a 5 qui sont en construction. Alors majoritairement des installations agricoles à l'échelle d'une exploitation agricole et on a recensé une quarantaine de projets qui sont aujourd'hui en développement. Donc il y a une montée en puissance clairement ? C'est effectivement, alors les projets mettent du temps à se développer et on atteint aujourd'hui pour le Limousin effectivement le développement s'amorce. Alors Philippe Lessen, vous exploitez donc le méthaniseur du pôle de l'Anneau à Boisseuil au sud de Limoges. Est-ce qu'on peut dire que la route a été longue pour vous ? Oui, on peut dire qu'elle a été très longue. Le projet remonte à 2007. La première idée, voilà, 2007. Le projet a germé en 2007, après avoir subi plusieurs écueils. Les travaux ont démarré en 2012 et l'installation a été mise en service en 2014. Alors, est-ce que ça a été le parcours du combattant ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, est-ce que c'était le fait d'être entre guillemets, les précurseurs en Haute-Vienne, d'être les premiers à mettre ce projet en route ? Oui, ça a été sur certains points un peu le parcours du combattant, mais la preuve c'est qu'aujourd'hui je suis là, on a relevé ce challenge, ça fonctionne, c'est quelque chose de rentable. Donc
j'incite les porteurs de projets à mettre en place des installations telles que la nôtre. Et très concrètement, d'où viennent les déchets qui vont dans votre méthaniseur et qu'est-ce qu'il fournit et à qui? Alors, principalement, l'idée de départ, c'était de traiter les déjections animales produites par les taureaux. Donc, parce que le pôle de l'Anneau, on peut le rappeler, c'est le quartier général de la race bovine limousine. Il y a un parc aussi qui s'appelle le Limousine Park. Exactement, qui est là pour faire la promotion de l'élevage, de ce qu'on peut retrouver au sein d'une ferme et jusqu'à ce qu'on peut retrouver dans notre assiette. Donc la promotion et donner une image forte et claire de ce qui se passe au quartier général, c'est très important. Et ce qui se passe au niveau de l'élevage en général en France. Quoi. Et donc vous produisez de l'énergie, de la chaleur? On produit de l'énergie, de la chaleur, mais l'idée de départ, c'était de traiter les déjections. Ces déjections-là étaient utilisées comme éléments fertilisants sur des parcelles sans avoir subi quelconque transformation, donc en leur état brut. L'idée, c'était, par l'intermédiaire d'une unité de méthanisation, leur faire subir une phase de digestion, de biodégradation, qui permettait de produire et qui permet de produire du biogaz, avant de ramener cette matière-là au sol. Quoi qu'il en soit, la matière organique, les sols en ont besoin, les cultures en ont besoin, donc c'était l'idée première. À ces déjections-là, il a fallu ajouter des matières complémentaires pour arriver à un certain équilibre économique. Alors Michel Moreau, je le disais, vous faites partie de l'association Haut-les-Cœurs, OEAUX, qui s'est mobilisée contre l'implantation d'une unité de méthanisation portée par le domaine de Berneuil, c'est dans le nord de la Haute-Vienne. Qu'est-ce qui a motivé cette opposition au niveau de l'association? En fait, c'est le lieu d'installation de cette unité de méthanisation. C'est pas le principe, c'est le lieu. C'est uniquement le lieu. Elle est située à 400 mètres du village, qui est en contrebas et sous l'influence des vents dominants. Donc, s'il y a des odeurs ou de l'hydrogène sulfuré, ça va retomber sur le village, en fait. Donc, c'est ce que vous craignez, des nuisances olfactives, des transports aussi sans doute fréquents? Les transports, oui. Saint-Junien-les-Combes est un tout petit village. Il y a 2 ou 3 virages qui sont très serrés. Et quand on voit les camions bennes qui passent ou les tracteurs avec des énormes remorques, ça fait peur à tout le monde, en fait. Alors, le préfet de la Haute-Vienne, il a signé le permis de construire. Oui, vous avez déposé un recours? Nous avons déposé un recours auprès de la préfecture, oui, c'est exact. Et ça en est où? C'est toujours en cours. Alors Thomas Ferenc, parlons réglementation, justement. Qui donne les permis d'installation pour cette unité de méthanisation et selon quelles règles ça fonctionne? Alors on a plusieurs types de réglementations qui sont appliquées sur ces installations. On a premièrement la réglementation liée à l'urbanisme, avec la délivrance d'un permis de construire. Alors contrairement à une maison, le permis de construire est signé dans le cas de la méthanisation par le préfet et pas par le maire. Pas par un maire. Et on a deuxièmement donc la réglementation dite ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, qui là on a la délivrance d'un arrêté également signé par le préfet, et ensuite une réglementation sanitaire qui se matérialise par un agrément. Pour la réglementation ICPE, c'est des installations qui sont encadrées de manière très stricte. Avec des contrôles? Alors, il y a effectivement en exploitation des contrôles, mais le régime réglementaire est proportionnel au dimensionnement de l'installation. Et pour une installation comme celle du pôle de l'Anneau, par exemple, on est sur un régime où effectivement il y a une étude des impacts potentiels pour l'environnement et la santé. Alors, impact positif et ou négatif pour la santé, pour le milieu naturel, pour les niveaux sonores. Et effectivement, si impact négatif il y a, le porteur de projet doit répondre devant les services de l'État afin de éviter l'éventuel risque, c'est la priorité, ou l'encadrer, le diminuer, ou voire au final apporter des compensations. Hélène Béraud-Gabory, vous êtes experte nationale pour les chambres. Des oppositions, quand il y a des projets comme ça, c'est quelque chose de fréquent?
Ça peut arriver, oui, ça peut arriver pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, ça peut être déjà le manque de connaissances et le manque de pédagogie autour du projet sur qu'est-ce que c'est que la méthanisation, quels sont les enjeux et en quoi ce projet s'intègre logiquement dans la vie du territoire. Voilà, les agriculteurs ont l'habitude de mener des projets à l'échelle de leurs exploitations sans forcément concerter pour l'achat d'un tracteur, par exemple, ils ne concertent pas leur environnement. Oui. Par contre, un projet de méthanisation, forcément que ça a des impacts bénéfiques pour l'environnement et les riverains. Et c'est important d'en parler en amont, d'abord aux municipalités, mais aussi après plus largement, en temps voulu, à l'environnement. Ça peut arriver, des oppositions, oui, ça peut arriver pour tout un tas de raisons. Après, il y a peu d'opposition globalement par rapport à l'intérêt que présente cette filière, par rapport aux enjeux d'avenir que vous citiez tout à l'heure, et la nécessité vraiment de produire des énergies renouvelables pour baisser la part de consommation d'énergie fossile, aussi bien électrique que le gaz naturel que l'on importe à hauteur de plus de 99% en France. Justement, Philippe Lessen, c'est aussi des motivations environnementales qui vous ont poussé, vous, dans ce projet-là ? Alors, oui, ça c'est vraiment certain, puisque épandre des déjections animales à l'état brut va causer des nuisances olfactives beaucoup plus importantes que celle du digestat, donc la matière qui est issue de la digestion au sein du méthaniseur. Les digestats, on considère, et je pense qu'on pourra me le confirmer, qu'on réduit d'environ 80% les nuisances olfactives, les odeurs. Le temps de séjour de la matière à l'intérieur du méthaniseur à une température de 40 degrés permet permet d'assurer une innocuité de certains agents pathogènes qui sont notamment à l'origine des nuisances olfactives. Donc tous ces paramètres-là permettent de réduire petit à petit des nuisances. Michel Moreau, justement, vous estimez que vous avez été suffisamment informé par rapport au projet ? On a été très mal informé, en fait. La présentation du projet a été faite sans vidéoprojecteur, sans micro et sans explication, en fait. Les gens avaient des inquiétudes sur les odeurs. Le représentant du porteur de projet nous a dit, écoutez, on ne va pas passer la soirée sur les odeurs. S'il y en a trop, on mettra des filtres et puis voilà. Donc, d'accord. Mais alors, avant de parler du projet, c'est surtout important de faire de la pédagogie sur la méthanisation en général. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, on incorpore des matières organiques qui peuvent être des déchets ou des résidus de culture ou des effluents d'élevage qui ne sont pas des déchets d'ailleurs. On incorpore tout ça dans une grande gamelle. Il y a des bactéries, et c'est un processus qui est complètement biologique comme ce qui se passe dans notre intestin, des bactéries qui digèrent cette matière comme il faut. Et ensuite, elles font des proutes, ces bactéries. Et au lieu de partir dans la nature comme nous, ces proutes-là, ça s'appelle du biogaz. C'est riche en méthane, c'est pour ça qu'on parle de méthanisation. Et ce biogaz, cette énergie, elle peut être transformée en électricité et chaleur quand on est en cogénération, ou alors en biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, ou alors en biocarburant. Donc ça permet de produire de l'énergie localement et d'être en capacité de produire de l'énergie localement. Et en plus de ça, toute la matière qui n'a pas été complètement digérée par les bactéries est utilisée, comme le disait monsieur tout à l'heure, pour nourrir les plantes, pour répandre dans les champs. Donc c'est important d'expliquer en quoi ce processus de méthanisation, d'abord c'est un processus naturel. Dans le marais Poitevin, quand on agite, il y a du gaz qui sort. Voilà, donc c'est un processus naturel et qui permet de produire de l'énergie à l'échelle du territoire, de recycler les biodéchets du territoire, de réduire les transports par l'import d'engrais par ailleurs. Et grâce à cette production d'engrais de ferme, on produit de l'engrais localement. Donc c'est vraiment l'occasion de contribuer à la mise en œuvre de l'économie circulaire. Alors, il y a certains syndicats agricoles qui sont parfois réticents, qui ont certains arguments comme le développement de fermes-usines. C'est le cas, c'est ainsi qu'on nomme celle de Berneuil en tout cas. Ou alors le risque que les terres agricoles soient consacrées en priorité à la production de biomasse pour produire de l'énergie et que finalement les produits agricoles soient des sous-produits de l'énergie. C'est des arguments que vous entendez, ça ? Alors on est vigilant à ça et d'ailleurs la réglementation l'encadre. Il y a un maximum 15% des matières qui arrivent dans les méthaniseurs qui peuvent être issues de cultures principales. Mais bien avant ça, les agriculteurs raisonnent pour que les choses soient logiques à l'échelle de leur territoire. Et quand il y a des produits des cultures qui sont mis dans la méthanisation, généralement, il y a 3 cultures qui sont mises sur un cycle de culture de 2 ans. Donc, il y a toujours 2 cultures alimentaires, alimentation humaine ou alimentation animale,
alimentation humaine ou animale, et une culture intermédiaire qui permet de couvrir les sols sur l'hiver, comme des cultures intermédiaires pièges à nitrates, mais en plus de piéger les nitrates sur la période hivernale, par exemple, elles sont récoltées et elles permettent du coup de récolter de la matière organique qui va être utilisée pour produire de l'énergie. Alors aujourd'hui, la méthanisation balbutie encore en France, par rapport à l'Allemagne notamment. Le biogaz représente 1% dans la part du gaz consommé. On va voir quelques chiffres qui datent de 2007. 405 installations en France, dont 230 à la ferme, plus 14% de puissance électrique. Le ministre de l'écologie a annoncé donc qu'il voulait porter à 10% la part de biogaz en 2030. Thomas Ferenc, est-ce que ça va se traduire ici en Limousin avec le nombre de projets en hausse? Est-ce que c'est un créneau à saisir pour les agriculteurs limousins? Alors effectivement, il y a des objectifs nationaux qui ont été annoncés. Une multiplication par 5 du biogaz produit et transformé en biométhane pour être injecté dans les réseaux, mais également une multiplication par 2,5 du biogaz à l'origine de production d'électricité et de chaleur. Donc effectivement, ça va se traduire par une augmentation des installations sur le Limousin. Mais comme je le disais en introduction, on est majoritairement sur des installations qui traitent des effluents d'élevage. Et pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, les effluents d'élevage fumier-lisier ont l'avantage de contenir les bactéries à l'origine de la dégradation de la matière organique. Donc on va retrouver une forte majorité d'effluents d'élevage. Pour vous, Philippe Leyssen, c'est rentable aujourd'hui, l'installation? Oui, avec un grand oui. Ouais. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Il y a une montée en charge à effectuer. On ne peut pas se permettre de mettre une ration de croisière à l'intérieur du méthaniseur au bout d'une semaine. C'est une montée en charge progressive. C'est comme si, en période de fête, d'un coup, on se met à manger des choses beaucoup plus riches. Au bout d'une semaine, on va peut-être avoir du mal à digérer. Là, c'est la même chose. C'est le même phénomène qui va se passer à l'intérieur du méthaniseur. Donc, il faut y aller progressivement, lentement, bien observer ce qui se passe. Et au fur et à mesure, on monte en charge et jusqu'à arriver à une alimentation en régime de croisière. Mais quoi qu'il en soit, ce régime de croisière, on l'atteint lorsque tous les paramètres sont réunis et qu'on respecte scrupuleusement une ration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui j'alimente avec tel ou tel effluent ou tel sous-produit, demain j'alimenterai avec d'autres. Il faut y être au quotidien, quoi. Il faut y être au quotidien, c'est une surveillance quotidienne. Comme avec des animaux. C'est exactement. On travaille avec du vivant pour résumer la situation. Et pour que ça soit bien clair pour nos téléspectateurs, cette énergie que vous produisez, elle va où? Alors donc la partie, le biogaz, il sert simplement de carburant à un moteur type moteur de camion. Ce moteur entraîne une génératrice. Donc c'est le principe du groupe électrogène que Monsieur Tout-le-Monde peut avoir à la maison pour pallier à des coupures d'énergie, mais de façon beaucoup plus conséquente. Bon, pour notre part, on produit 100 kWh d'électricité et 135 kWh d'énergie thermique, donc d'eau chaude, de chaleur. Cette chaleur nous permet de chauffer à hauteur de 90% les infrastructures du pôle de l'Anneau, qui sont relativement importantes. Et l'électricité est injectée directement sur le réseau Enedis. À un tarif à un tarif de rachat contractualisé sur 15 ans. Hélène Béraud-Gabory, cette politique d'encouragement à la méthanisation, est-ce que ça veut dire des emplois supplémentaires à terme? Alors oui, bien sûr, mais alors du coup, un encouragement, il faut qu'il soit raisonnable pour accéder à des conditions acceptables pour, pour le bien-être de l'environnement du projet, mais aussi pour les agriculteurs. Et du coup, c'est important que les agriculteurs se forment, et c'est nouveau pour les riverains, mais c'est aussi nouveau pour les agriculteurs, qu'ils se forment à la réalité de ce nouveau métier, qu'ils voient plus largement la réalité de la filière. Et ça, c'est l'enjeu, et c'est en cela que les chambres d'agriculture s'engagent. Elles organisent des formations, donc? Oui, les chambres d'agriculture forment les agriculteurs, organisent des circuits de visite chez des agriculteurs méthaniseurs issus de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France ou autres, pour bénéficier vraiment du retour d'expérience. Et cette association-là, d'ailleurs, capitalise vraiment et favorise l'échange entre tous les agriculteurs méthaniseurs pour qu'il y ait un bon retour d'expérience et puis que le professionnalisme soit partagé entre l'ensemble des acteurs de la filière.
Alors, il y a eu un projet d'usine de méthanisation qui a créé des inquiétudes également à Limoges. À l'heure où nous parlons, on ne sait pas s'il verra le jour. Michel Moreau, comme vous, des riverains ont exprimé leurs craintes par rapport à ce projet-là. C'était les mêmes que les vôtres? C'était des interrogations sur les nuisances, sur l'ampleur du projet? Sur la proximité, en fait, d'habitation et d'une école pour handicapés, à 50 mètres, en fait. Donc... Les unités de méthanisation en ville, ça existe, Thomas Ferrin, qu'il y en a dans d'autres villes de France? Alors, l'implantation de ces installations de méthanisation ou unités de méthanisation se raisonne aussi par rapport à une proximité du gisement, c'est-à-dire de la matière qui va être méthanisée pour éviter justement les distances et le transport, et également de par la proximité avec la valorisation énergétique, comme peut l'être un réseau de gaz par exemple. Donc on comprend les interrogations que cette technologie nouvelle peut susciter. Il y a effectivement un besoin d'accompagnement et de pédagogie. D'ailleurs, on encourage, l'ADEME publie des guides pédagogiques qui ont l'avantage d'être faits en toute neutralité, et avec un sérieux scientifique. Donc j'encourage chacun à pouvoir consulter ces guides qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas installer des unités de méthanisation, par exemple? Alors, comme j'ai dit précédemment, il y a la réglementation qui cadre, et de toute façon, ce sont des dossiers qui sont fortement regardés par les services de l'État, par des instructeurs comme peut l'être l'ADEME, mais également des banques. Donc voilà, les installations de méthanisation respectent les distances d'éloignement et réglementaires. Philippe Lessen, est-ce que vous faites œuvre de formation aujourd'hui? Vous recevez des gens qui visitent votre installation? Vous transmettez ce que vous avez appris? Oui, on peut dire ça. Régulièrement, nous sommes sollicités pour des visites, pour du grand public, mais ça peut être aussi des écoles, pour sensibiliser aussi les jeunes, les adolescents aussi à l'énergie verte, quoi. Voilà, exactement. Non, c'est relativement fréquent. Et ayant un site ouvert au public depuis l'ouverture du Limousine Park, ça suscite aussi le positionnement géographique de l'unité de méthanisation était voué à un but déjà pédagogique au moment de sa construction. Le projet du Limousine Park étant dans les tuyaux, si je puis dire, l'intégration et le point de positionnement de l'unité telle qu'elle est aujourd'hui, a été réfléchi déjà bien en amont. Et est-ce qu'il va grandir? Ou vous êtes à votre taille maximale? Aujourd'hui, on tourne, l'installation fonctionne à 100% de sa capacité. De là à dire d'ici quelques années, on peut éventuellement augmenter la puissance, ou alors, sans parler d'augmenter la puissance de production d'électricité, mais opter pour une partie cogénération, une partie injection sur le réseau GazNat. Pourquoi pas? Lorsque ça fonctionne, on a toujours envie d'un petit peu plus, quoi. Et on parlait de formation, justement, des agriculteurs. Comment vous vous êtes formés? Sur le tas. Voilà, de fumier. Merci. Presque. C'est un peu ça. Oui. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance aujourd'hui? Quel conseil? D'être vigilant sur le choix des prestataires. C'est primordial. Il faut faire très attention. Demander énormément de garanties. Et par la suite, sur la partie formation, parce que c'était la question, demander un accompagnement. Pour ma part, c'est vrai que sur une période, je me suis retrouvé un petit peu seul. Étant les premiers, il y a 4 ans, la méthanisation, c'était vraiment les débuts, les balbutiements en France. Alors, il y avait certaines installations qui fonctionnaient, mais à des échelles un peu plus importantes que la nôtre. Et oui, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, j'en suis totalement satisfait parce que l'auto-apprentissage, c'est très intéressant. Michel Moreau, est-ce que vos doutes sont levés ou pas après cette émission? On approche bientôt de la fin, ou vous avez toujours des inquiétudes? Ça dépend comment sont montés les méthaniseurs. En l'occurrence, celui de Berneuil, en fait, ce sont des grands tunnels, des digesteurs. Et au bout de tant de jours, on ressort le digestat.
On en garde il y a une partie qui est prélevée pour être épandue plus tard sur les terres et une autre partie qui reste et qui va être mélangée avec les intrants. En l'occurrence, sur le domaine de Berneuil, c'est du fumier. Et c'est ça qui nous pose problème, en fait. Oui, c'est un domaine qui est très étendu. Tout est fait à l'air libre. Hélène Béraud-Gabory, oui, Thomas Ferenc, pardon. Non, pour un petit rappel quand même, le procédé de méthanisation, alors on a dit que c'était une fermentation naturelle, mais a lieu dans un milieu dit anaérobie, donc en l'absence d'oxygène et hermétiquement clos. C'est donc le digestat ensuite. La dégradation d'un effluent qui peut provoquer des odeurs lorsqu'on le stocke à l'extérieur se produit dans un milieu hermétique. Donc justement, l'avantage de ce procédé, c'est de pouvoir apporter des solutions pour les odeurs des effluents. Alors c'est même jusqu'à 98% des molécules odorantes qui sont mangées par les bactéries. J'étais loin tout à l'heure. Voilà. Et dernière question, Hélène Béraud-Gabory, est-ce qu'il y a un risque d'industrialisation de ce processus-là? Parce qu'on voit que ça peut rapporter, et donc des projets peut-être trop gros pourraient voir le jour. Coluche disait la bonne taille pour un homme, c'est quand les pieds touchent bien par terre. C'est ça. Donc il n'y a pas de taille idéalement grosse ou idéalement petite. L'important, c'est d'avoir un équilibre que les agriculteurs méthaniseurs envisagent un bon équilibre et qu'ils soient bien intégrés dans son environnement et son territoire. Voilà, il n'y a pas de taille minimum et maximum. C'est surtout par rapport aux quantités d'effluents qui sont à proximité et qu'on a à traiter. C'est ce qui va dimensionner l'installation. Après, le but, c'est pas de faire rouler des camions depuis l'autre bout de la France pour pouvoir alimenter les méthaniseurs. Ce qu'il faut, je pense, c'est rester à une échelle territoriale et avec des acteurs, des producteurs de déchets qui sont vraiment à proximité. Et des parcelles pour l'épandage. Et des parcelles, exactement. Contrairement à ce qu'on peut retrouver avec d'autres énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l'éolien, certes, on va s'inscrire ici dans la transition énergétique. On va également produire un effluent qui va être bien valorisé et à l'origine d'économies d'engrais minéral. Et on va permettre une diversification des activités d'exploitants agricoles qui peut permettre de maintenir l'élevage dans des zones comme le Limousin. Donc, il nous reste 1 minute 15 en un mot. 10% de biogaz en 2030, vous y croyez? Ça peut se faire? Ça peut se faire, il faut y mettre les moyens. Il y a seulement la filière biométhane qui est mature pour produire du gaz vert dans les réseaux de gaz naturel d'ici 2030. D'accord. Donc il faut y aller, mais il faut qu'il y ait les moyens qui soient mis en œuvre aussi pour faciliter l'appropriation locale et beaucoup de pédagogie en amont des projets sur la réalité de la filière méta et ses atouts. Thomas Ferenc, c'est un créneau à exploiter pour le Limousin en tout cas. On continuera à favoriser le développement de projets comme cela. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Elle se termine maintenant. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la revoir sur notre site internet si vous le souhaitez. Dans un instant, ce sera le Flash Info avec Louis Roussel, puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit ce matin Marine Le Pen. La semaine prochaine, un tout autre thème dans Dimanche en politique. Nous parlerons du harcèlement scolaire. Très bon dimanche sur France 3.